C'est sur la traçabilité. Est-ce que chez Nutrien&Co, vous travaillez sur des produits français ou des produits responsables? Enfin, Oui. comment vous Ouais, placez sur ça? typiquement, là, tu vois, on avait mis un point d'honneur à travailler avec des fermes françaises pour valoriser la filière française. Le contre-coup, c'est que c'est un peu cher, parce qu'on est vraiment sur le top de la qualité. Hein. La Pronatif 95, c'est le top. Un peu de grade instant. À ma connaissance, on est les seuls à l'avoir, sauf si une autre marque a fait le travail de l'instantanéisé, c'est possible. Mais en tout cas, en France, pour le moment, et on va dire dans le milieu un peu sportif et start-up, j'en ai pas vu. Ça arrivera peut-être. Je dis pas qu'on est les seuls, mais j'en ai pas vu. Donc on a vraiment cette spécificité. Le top de l'Isola français et en grade instant. Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Allez, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Edouard. Ça va, Edouard? Ouais, salut tout le monde. Je suis toujours accompagné de Vincent et Pierre. Ça va, les gars, de 1000% que vous connaissez? Très content d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu. On va parler de la complémentation la plus célèbre qui existe. Ça va être la whey. On va essayer de, justement, grâce à l'expertise d'Edouard, voir comment faire le bon choix, choisir sa bonne whey. Donc, il se présentera, bien sûr, il vous racontera un petit peu son parcours, son histoire. Et on verra vraiment en détail la production. On verra aussi pourquoi prendre de la whey. Ça sera hyper intéressant. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous prenez de la whey ou pas. Ça sera hyper intéressant. On vous répondra aussi à tous vos messages. Donc, Edouard, je te laisse te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Je te remercie. Déjà, merci beaucoup d'être là. C'est vraiment chouette. Pour nous, c'est très important au niveau de Nutrien&Co de pouvoir démontrer notre expertise. Et c'est au sein de ce type de podcast qu'on peut le faire. Donc merci les gars, c'est vraiment chouette. Donc moi je suis Edouard, fondateur de Nutrien&Co. J'ai 36 ans. Nutrien&Co, c'est une entreprise que j'ai fondée il y a 7 ans et demi maintenant. Pourquoi ça? Parce que je faisais beaucoup de sport, je m'intéressais de près à ce que je mangeais. Je commençais à comprendre que sur les diètes occidentales, on était carencé sur certains micronutriments. Et c'est comme ça que je suis venu à m'intéresser en fait à la supplémentation. Et j'ai pas trouvé de marque qui proposait, on va dire, un schéma plus préventif que curatif. Si tu te replaces en fait en 2016-2017, on était encore beaucoup sur un marché où le complément alimentaire copiait les médicaments. Et en fait, je trouve que pour nos générations, c'est pas agréable d'avoir cette image un peu de médicament. C'est ça qui m'a amené à vouloir développer véritablement une marque qui corresponde à un nouveau schéma de consommation plus préventif que curatif. Voilà pour Nutri. C'est vrai que nous, en plus, c'est grâce au podcast qu'on a commencé la complémentation. C'est vrai qu'on a eu, je pense, enfin, moi, je parle personnellement, je sais qu'avant, j'en prenais pas, je prenais rien. Et c'est vrai qu'on a quand même tourné, je pense, ça fait 6 mois, on a dû tourner au moins une trentaine de podcasts. On a eu pas mal d'intervenants qui sont venus. Et on a vraiment pris ça en considération, que ce soit vraiment à titre préventif. J'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais que c'est limite essentiel. C'est vrai que souvent ça a été publicité par les intervenants de venir compléter l'alimentation de bonne qualité, bien sourcée par des compléments alimentaires avec une spécificité. Le tout c'est de savoir qu'est-ce que tu cherches dedans mais la base ça reste forcément l'alimentation et les compléments sont là pour compléter. Donc, Je crois que c'est surtout la densité nutritionnelle de notre alimentation, de notre époque, qui fait que la complémentation, elle devient essentielle en fait. Ouais, alors nous, on part d'un postulat parce que il y a un poncif un peu sur notre modernité qui dit que nos aliments sont en train de se vider de leurs nutriments. On s'est pas mal intéressé à la question chez Nutrien&Co et en réalité, on trouve qu'il n'y a pas de consensus sur cet état de fait. Pourquoi? Parce que en réalité, les méthodes d'analyse qu'on avait pour analyser la vitamine C en 1950 sont pas les mêmes que ce qu'on a aujourd'hui. Il y a eu un réchauffement climatique. C'est pas les mêmes espèces de pommes qu'on compare, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'elles se sont peut-être vidées en vitamine C, elles sont plus riches en vitamine A. Et donc finalement, bon, on est incapable de dire si c'était mieux avant ou si c'est mieux maintenant. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que à chaque saut évolutif de notre histoire, bah, finalement, l'être humain a eu des problématiques en matière de nutrition à dépasser. Il y en a une qui est très connue, c'est le scorbut pendant les grandes découvertes. Si Christophe Colomb avait eu de la vitamine C sur ses bateaux, bah, il n'aurait pas eu à gérer toutes les mutineries qu'il a eu à gérer. Et en fait, finalement, ces marins explorateurs se sont rendus compte que le déficit en vitamine C, c'est pas comme ça qu'ils le caractérisaient à l'époque, mais le fait de ne pas avoir de fruits frais à bord entraînait le scorbut. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que l'être humain est une machine d'adaptation. On a su, on va dire, conquérir tous les environnements.
mais on n'est jamais 100% adapté à un biotope donné. Et donc, à chaque saut évolutif, on rencontre des problématiques. Et là, sur les 200 dernières années, les transformations de notre environnement ont été radicales en matière de digestion, en matière de sommeil, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que la nutraceutique, donc qui est la contraction de nutrition et de pharmaceutique, qui est le nom générique en fait de l'industrie des compléments alimentaires, devient intéressante. C'est-à-dire que la supplémentation a un sens qu'elle nous permet d'être finalement 100% adapté à un biotope donné. Voilà en fait le postulat qui est le nôtre chez Nutrilite. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui voit ça comme quelque chose qui n'est pas naturel, qui est artificiel? Parce que c'est le premier abord, c'est ce qu'on pourrait se dire. dirais, oui, mais dans ces cas-là, l'histoire de l'évolution de l'être humain, c'est la technique. On regarde ce qui nous entoure aujourd'hui. Dans ces cas-là, on retourne tous dans les bois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. On est là aussi pour parler aujourd'hui des filières et pour montrer qu'il n'y a pas tant de transformation que ça en nutraceutique, que ça reste contrôlé. Et en fait, aujourd'hui, très sincèrement, entre une purée et une whey, on va s'apercevoir qu'en matière de transformation, on n'est pas très très loin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est des faux débats. C'est pas là qu'il faut positionner en tout cas le débat. Mais c'est vrai que la difficulté, ça va vraiment être de choisir le bon complément. On voit tellement sur le marché, c'est ça, justement, on va faire une série de plusieurs épisodes pour les auditeurs. On va parler donc aujourd'hui de la whey, après on va partir sur le magnésium, on parlera aussi du collagène, et ensuite on finira par les oméga 3. Donc ça sera intéressant d'avoir ça. Pour se recentrer un petit peu le débat sur la whey, est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer tout simplement ce que c'est? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de protéines. Est-ce que la whey, c'est un type de protéine? Pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer tout ça? Ouais, bien sûr. En fait, la whey, c'est le terme anglais de protéine de lactosérum. En fait, dans le lait, il y a une protéine qui est constituée donc à 20% de lactosérum et à 80% de caséine. Ces deux protéines, en fait, on est capable de les isoler. Et donc, en fait, la whey a été très étudiée scientifiquement et elle va présenter deux intérêts très intéressants. Elle a un indice chimique qui est au top, c'est-à-dire qu'elle va présenter un spectre d'acides aminés, notamment avec les acides aminés essentiels, c'est-à-dire que notre organisme n'est pas capable de fabriquer, qui est génial. Et deuxièmement, elle a un indice de digestibilité, c'est-à-dire que l'organisme est capable de bien l'absorber et de bien l'utiliser, qui est également très compétitif. Donc c'est pour ça qu'elle a été extrêmement étudiée et qu'elle est très plébiscitée aujourd'hui, notamment chez les sportifs de force, mais pas que. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte qu'on est en train de sortir un petit peu la whey de l'ornière dans laquelle elle était tombée, c'est-à-dire la salle de sport avec les haltères, les poids et des sportifs qui sont là pour faire que de la force. Voilà. Donc c'est à quel public justement aussi ça pourrait intéresser? Moi typiquement je fais un petit peu de course à pied, trail. Est-ce que ça pourrait être une protéine qui me conviendrait? Est-ce qu'il y a d'autres sports aussi, ou même est-ce que quelqu'un de lambda, d'assez sédentaire, a un intérêt à prendre de la whey? Alors déjà, je pense que toi, tu n'es pas un sportif du dimanche, un sportif Après oui, ultra trail de tous les jours. De tous les jours. Donc oui, je pense que c'est intéressant pour toi parce qu'en matière de récupération, ça va être quelque chose de cohérent. Alors après, on peut donner quelques données. J'ai pris quelques notes parce que bon, je ne veux pas me planter sur des virgules, etc. Donc vous m'excusez hein, si je lis un peu mes fiches. On pourra mettre aussi un petit tableau pour ceux qui regardent ce podcast, ça peut être intéressant. Donc effectivement, tu le disais, si tu es sédentaire et que tu es jeune, c'est-à-dire que tu as moins de 45-50 ans, et que tu ne fais pas de sport, c'est vrai que la whey est peut-être un produit qui ne t'est pas adapté. Et là, on est sur des apports protéiques quotidiens entre 0,8 et 1,2 grammes par kilo de poids de corps par jour. Et ça, normalement, sur une alimentation, on est capable d'aller les chercher. Après, tu passes aux sportifs d'endurance. Donc, après, juste si je peux me permettre, ouais. C'est quand même ces ratios-là, tu dis 0,8 à 1,2. Les gens sédentaires, je suis pas sûr que tout le monde ait des quantités de protéines aussi importantes. Et déjà, aller chercher 1 gramme de protéines par poids de corps, c'est déjà costaud. Donc peut-être que... Peut-être. Après, chacun fait ses calculs. Bien sûr. Moi, ma théorie, c'est quand même de dire, si déjà on fait 3 repas à peu près complets, à peu près équilibrés, normalement, on doit être capable de les atteindre. Sans que ça vienne non plus trop taper dans le portefeuille, parce qu'on va voir aussi que l'avantage de la whey, c'est qu'elle a un rapport quantité-prix au niveau protéique qui est très compétitif par rapport au poisson ou à la viande que tu achètes dans le commerce. Ensuite, donc, on passe aux sportifs d'endurance.
où là, en fonction de son niveau, on va être entre 1,2 et 1,6 grammes par kilo de poids de corps. Donc là, tout de suite, on se rend compte que ça devient intéressant. Alors, entendons-nous sur qu'est-ce qu'un sportif. C'est-à-dire que le mec ou la nana qui va courir une fois le dimanche pour faire 5 bornes, qui ne dépassera jamais du fondamental, bon. Est-ce que c'est vraiment un sportif d'endurance? Je ne suis pas certain. En revanche, dès qu'on est sur une vraie dynamique d'entraînement, avec donc 3 entraînements minimum par semaine pour progresser, là, je pense que ça devient important pour la récupération. Et donc là, la whey devient enfin, en tout cas, est cohérente pour ce type de public. Allez, pour la rentrée du 19 août au 9 septembre, profitez de l'offre 2 whey achetés pour une offerte avec le code WHEY Podcast. Bien sûr, on vous met le lien et le code en description. Ensuite, on a les sportifs de force, où là, on va être en termes d'apport entre 1,6 et 2. Après, bon, il y a des débats, il y en a qui disent c'est mort, moi je vais à 2,5 et tout, tu fais ce que tu veux, mais la science a démontré que déjà à 1,6, 1,8, tu pouvais avoir des résultats qui sont quand même très cohérents. Il y a aussi une autre problématique, c'est au niveau digestion, d'envoyer des shots de protéines à son intestin toute la journée. Bon, au moment même si tu prends les meilleures protéines qui se digèrent bien, bon, je te garantis pas si tu veux Il y aura un problème. le reste. Quoi, ouais. Est-ce que tu peux préciser la récupération? Tu dis que ça a un effet sur la récupération. Ouais, bah, en fait, si vous voulez, quand je fais ça, hop là, j'ai détruit en fait des fibres musculaires et il faut les réparer. Et en fait, ton organisme, il va à chaque fois jouer entre ce qu'on appelle l'anabolisme et le catabolisme. L'anabolisme, c'est quand tu vas fabriquer en fait des molécules, des protéines, en tout cas pour ce qui nous intéresse ici. Et le catabolisme, c'est quand tu les détruis. Donc en fait, quand tu vas faire du sport, bah, tu es dans le catabolisme. Et après, tu vas entraîner une réponse anabolique. Mais pour que la réponse anabolique, la reconstruction musculaire se fasse correctement, il faut apporter les briques en fait à l'organisme pour qu'il puisse bien gérer les choses. Et les briques, bah, c'est notamment par les protes, en tout cas pour ce qui nous intéresse pour la récupération, qui va être intéressante. Mais typiquement, ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que anabolisme et catabolisme, c'est pas que avec les protéines. Et toi qui es un sportif d'endurance, sur la partie glucides, c'est également important parce que tu vas taper dans tes réserves de glucides, il faut les reconstituer après. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, bien sûr. Et tu vas aussi, d'ailleurs, excuse-moi, taper dans tes réserves lipidiques. Donc la transformation, si tu veux, lipides en glucides pour ton énergie, c'est aussi, si tu veux, une forme de catabolisme. Ouais, bien sûr. Je voulais juste rebondir, excuse-moi Pierre, tu parlais des problèmes intestinaux, des moments qui peuvent être possibles avec une grande quantité de protéines. On voulait te le demander plus tard, mais c'est vrai qu'il y a ce mythe un peu du rein avec la protéine, on entend souvent parler. Est-ce que c'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'il y a un consensus scientifique par rapport à ça? Est-ce que la protéine a un impact négatif sur les reins ou c'est pas vrai? En fait, c'est toujours la même chose, c'est que s'il y a déjà un problème rénal avéré, alors oui, l'excès de protéines peut être dangereux. Mais il faut qu'il y ait une problématique rénale avérée. Donc à la limite, si les gens sont inquiets, ils peuvent aller faire une prise de sang pour vérifier tous ces éléments-là. Vérifier son taux de créatinine, il y a plusieurs constantes à vérifier. Mais généralement, surtout sur les âges qu'on a, il n'y a pas de souci. Donc non, on va dire que c'est de l'ordre du mythe. Mais en revanche, encore une fois, dès qu'on est conscient qu'on a une problématique rénale, il faut quand même faire attention et au moins demander l'avis d'un médecin. Parce qu'après, il y a une graduation aussi sur les problématiques rénales. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une usure prématurée justement des reins? Non, c'est pas démontré. Ok, ça c'est pas démontré. En tout cas, il y a un consensus actuellement dessus, c'est que c'est pas démontré. Tu veux rebondir, Pierre? Oui, juste pour revenir sur ces notions de macro, c'est quand pour un sportif qui s'entraîne 3 fois par semaine, qui fait 80 kg, trouver ses 120 grammes de protéines dans la journée, calculez, regardez, rentrez sur une application, vos données, regardez combien vous êtes, parce que être à 120 grammes tous les jours de la semaine, parce que ça suffit pas d'être le mercredi juste quand tu regardes et que tu as mangé des œufs le matin, quand tu fais ton jeûne intermittent, que tu as sauté le petit déjeuner, c'est dur. D'où les avantages de la whey qui amènent un avantage économique et un avantage exactement. pratique Alors, aussi. la praticité surtout. Après, il faut aussi, il y a quelque chose qu'on dit peu, c'est-à-dire que là, on est en train de parler d'optimisation. C'est-à-dire que globalement, pour un sportif de force qui veut faire de la prise de masse, il faut être entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Mais on s'est rendu compte aussi d'une chose, c'est que des apports légèrement inférieurs, mais réguliers, sur des temps longs, alors quand on parle de temps long, on parle en années, ça peut aussi avoir un effet positif sur la masse musculaire. C'est des scientifiques qui s'étaient posé cette question-là parce qu'ils se sont dit, bon,
par le passé dans l'histoire, il y avait quand même des hommes costauds. Et les mecs, comme tu dis, c'était pas 2 grammes de protéines, c'était pas l'abondance de la calorie. Ils vivaient pas encore à l'abondance de la calorie. Donc, comment est-ce que ça se faisait? Comment est-ce que c'était et donc, en fait, on s'est rendu compte que tu as cette dimension de l'apport en protéines, mais tu as d'autres éléments qui rentrent en ligne de mire, notamment également les hormones. Notamment les hormones. Parce que c'est elles qui régissent plus ou moins ta phase anabolique, ton catabolisme, etc. Voilà. Donc, c'était pour revenir sur ta question. Et après, tu le dis très justement, 120 grammes de prot, en fait, c'est très compliqué. Et c'est tout l'intérêt de la whey. C'est la praticité et le rapport quantité-prix. Parce que si tu dois te manger des poulaillers entiers pour essayer de prendre de la masse, le portefeuille, il reprend un coup, quoi. Voilà. Mais si tu es cohérent et que le matin, un gros petit-déj avec des œufs, t'en manges 4-5 et qu'après à midi, tu t'organises bien, c'est sûr que derrière, tu peux les avoir. Ouais, alors tu vois, tu dis quelque chose d'intéressant parce que ça, j'en parle régulièrement avec mon équipe. Quand j'ai lancé Nutrien&Co, je prenais pas de whey. Je suis pas rentré par les compléments alimentaires, par les macronutriments type protéines. J'étais vraiment micronutrition. Et à ce moment-là, je faisais beaucoup de muscu. Et j'étais en prise de masse. J'avais pris 10 kilos en 6 mois, j'étais énervé, ayatollah de la muscu. Et je mettais un point d'honneur à pas me supplémenter, en tout cas en whey, parce que je voulais démontrer que c'était possible. Mais en fait, c'était extrêmement contraignant en termes de temps passé dans la cuisine, c'était extrêmement contraignant pour mon portefeuille aussi, et c'était même, il faut après prendre le temps de manger, c'est-à-dire que va découper ton blanc de poulet, si tu veux, 3 à 4 fois par jour, tu vois, quand tu as besoin. Donc, vraiment, la whey, c'est une question de praticité. Oui, tu peux le faire si vraiment tu as du temps et tu es un ayatollah sur tes objectifs, etc. Maintenant, si tu es finalement un actif qui travaille, qui a ses contraintes, c'est là que la whey va devenir intéressante. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai fait rentrer la whey Nutrien&Co dans mon quotidien, parce que sans ça, j'ai plus du tout le temps, en fait, pour me consacrer pleinement qu'à mes objectifs, on va dire, sportifs et alimentaires. Donc, c'est vraiment, numéro 1, c'est la praticité. Et moi, j'aimerais bien revenir sur la qualité digestive. Ouais. Tu dis que Ouais. la qualité, elle est vraiment plus digeste, mais aussi tu nous as parlé que ça allait créer un pic, en fait, Ouais, alors voilà, de quand on parle d'indice de digestibilité, ce qu'il faut se dire, c'est que la whey, elle a cette capacité à rapidement pénétrer, enfin, passer de l'intestin jusque dans le plasma sanguin. Et donc, on va retrouver une teneur en peptides et en acides aminés élevée dans le sang, peu de temps après avoir pris la whey. Si on fait une comparaison, par exemple, avec de la caséine, c'est plus diffus. On n'a pas ce pic que provoque la whey. Donc la whey est devenue célèbre parce qu'à un moment, il y avait un grand débat sur ce qu'on a appelé la fenêtre anabolique. C'est-à-dire que scientifiquement, c'est toujours un peu débattu ça, mais scientifiquement, il y aurait une fenêtre anabolique post-entraînement. C'est-à-dire que vraiment, dans l'heure qui suit l'entraînement, si on apporte les briques pour refabriquer un peu les protéines qu'on a dégradées au cours de l'entraînement, eh ben, l'organisme sait très bien le faire. Voilà. Mais cela dit, ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que si on doit arbitrer entre viser la fenêtre anabolique ou alors viser un apport régulier de peptides tout au long de la journée, il vaut mieux miser sur l'apport en peptides tout au long de la journée. Il vaut mieux avoir finalement un taux régulier de peptides dans son sang toute la journée, plutôt que de maximiser le truc à un moment précis. En tout cas, moi, c'est l'avis que je donne. Et quel est l'avantage d'avoir un pic, du coup, par la whey? Alors, en soi, pour être honnête, ça n'a pas vraiment d'avantage. C'est juste que... Enfin, ça n'a pas vraiment d'avantage. C'est juste que, d'un point de vue marketing, c'était intéressant de dire que c'était la meilleure. Donc, elle a été très plébiscitée, notamment à travers ce débat sur la fenêtre anabolique. En fait, c'est les sportifs de force qui cherchaient à prendre de la masse, qui cherchaient à tout optimiser et qui se sont dit, bah, finalement, pour optimiser cette fenêtre anabolique, je vais prendre de la whey parce que si je prends de la caséine, j'aurai pas ce pic qui me permet de maximiser cette fenêtre d'une heure. Donc c'est pour ça qu'elle est devenue très célèbre. Elle est vraiment devenue très célèbre. Voilà. Mais c'est de la micro-optimisation. Je pense. Les gens se focalisent sur le gros voilà. spectre. Je pense que quand tu es vraiment un sportif de haut niveau, tu rentres dans ce détail-là. Je pense que pour on va dire le commun des mortels, ou on va dire des personnes, ouais, mais après je pense des personnes qui sont quand même un peu à l'attaque, qui font du sport, etc., mais qui ne sont pas non plus ultra orientés sportifs de haut niveau, on n'est pas obligé de descendre à ce niveau de détail. C'est pour ça que entre arbitrer et dire est-ce qu'il vaut mieux miser sur une fenêtre anabolique, est-ce qu'il vaut mieux avoir des apports réguliers tout au long de la journée, moi j'aurais plutôt tendance à dire des apports réguliers tout au long de la journée.
Après, tu sais, nous, on est là pour être à 1000% aussi. Donc, Ouais. Bah, dans ces cas-là, mise sur la fenêtre anabolique. Avant de rentrer vraiment spécifiquement dans la whey, je pense qu'on peut prendre un peu peut-être de recul et parler quel est l'intérêt par exemple de prendre de la whey par rapport à d'autres protéines. On voit beaucoup la Ouais. protéine végétale sur les réseaux, c'est vrai que c'est un petit peu à la mode. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu pourrais nous aiguiller par rapport à ça? Bien sûr, bah, en fait, c'est plus une question finalement de goût, c'est-à-dire que les personnes véganes, par exemple, bah, vont être contraintes de prendre de la protéine végétale, alors que si tu ne suis pas ce type de régime, bah, tu peux partir sur de la whey, qui est issue de toute façon de lait d'animaux. Ce n'est pas forcément que de la vache, tu as aussi si tu veux, des protéines laitières de qualité qui viennent de la chèvre. Ça existe, aux États-Unis, ça monte un peu. Bon, après, le goût, je ne sais pas tester, il faudrait voir comment ça se passe. Mais globalement, si on doit faire un résumé, tu as 3 protéines aujourd'hui massivement sur le marché. Tu as la whey, on vient d'en parler. Donc l'intérêt, c'est spectre d'acides aminés parfait, considéré comme la référence. Digestibilité, top niveau. Ensuite, on passe à la caséine, qui est donc l'autre partie de la protéine laitière. Donc là, l'indice de digestibilité est un petit peu plus bas. En fait, on va moins avoir ce pic de peptides et d'acides aminés dans le sang. Mais encore une fois, si on est dans l'optimisation absolue, le sportif de haut niveau peut miser dessus avant son sommeil pour éviter, on va dire, d'avoir trop de fenêtres cataboliques pendant son sommeil. Okay. En tout cas, d'optimiser son anabolisme pendant son sommeil, je veux dire comme ça. Ensuite, on arrive sur les protéines végétales. Donc, la problématique des protéines végétales, c'est que si tu prends d'un côté les céréales et de l'autre les légumineuses, en fait, chaque groupe n'a jamais le spectre d'acides aminés optimal. Donc, tu es obligé de les associer. Et ensuite, il y a une problématique aussi organoleptique. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de travailler des whey que de travailler des protéines végétales pour le goût. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines végétales sont moins concentrées en teneur protéique. En fait. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et donc les protéines végétales, il faut les associer pour avoir un indice, pour avoir le spectre d'acides aminés qui va bien. Mais après, au niveau digestibilité, ça ne peut pas se comparer à la whey. Ça restera inférieur. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas et qu'on ne peut pas avoir de superbes résultats avec. Mais globalement, ça fonctionne quand même un petit peu moins bien. Les anciens avaient déjà compris en faisant le dalle de lentilles, par exemple, ou le chili con carne. Bon, il n'y avait pas forcément le carnet à chaque fois, mais d'associer légumineuses avec la céréale. Tout à fait, c'est exactement ça. Ben, merci pour cette précision. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a quand même cette image un petit peu du végétal qui est un petit peu à la mode ces derniers temps. Et c'est vrai que les gens peuvent se dire, ben moi, je vais prendre des protéines végétales justement pour suivre un peu cette mode. Mais s'ils veulent peut-être être efficaces, peut-être aller plus chercher une whey qui comparée à une protéine végétale. Après, il y a aussi il y a un sujet derrière, c'est le fait que les protes auraient tendance à acidifier l'organisme. Enfin, en tout cas, les protéines animales. Et donc, il y en a aussi beaucoup qui s'orientent vers les protéines végétales pour essayer de basifier leur organisme. Bon, quand tu regardes vraiment en détail ce sujet, il n'y a pas de consensus. Moi, j'aurais tendance à dire aux personnes qui décident de s'orienter sur des protes végétales pour ce sujet-là, je ne sais pas si c'est vraiment cohérent de le faire. Okay. Vous avez mis quoi dans votre protéine végétale, du coup? Alors, nous, on a 4 sources de protéines. On a pois, riz, chia et graines de courge. D'accord. Et pourquoi ce choix? Chia et graines de courge, ça permettait d'apporter une organoleptique un peu particulière et également de rehausser, on va dire, d'avoir un équilibre d'acides aminés qui me correspondait, qu'on visait, qui me semblait plus équilibré, notamment à charger un peu en leucine, qui est l'un des BCA qui a une importance, c'est-à-dire que c'est un acide aminé qui va contribuer à enclencher les fenêtres anaboliques. Donc c'est un acide aminé qui est très recherché. Donc vous avez boosté en fait votre protéine végétale avec du chia et de la courge. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on a fait. Donc il y avait une question d'organoleptique, il y avait une question d'équilibre en acides aminés, et après il y avait une question de différenciation aussi. Voilà. D'ailleurs, pour teaser un peu, on est en train de refondre cette whey parce qu'on a trouvé en fait, cette protéine végétale. Cette protéine végétale. Parce qu'on a trouvé des protéines fermentées à base de bactéries
qui présentent des spectres d'acides aminés, là pour le coup, qui sont très compétitifs et qui commencent à se rapprocher des protéines laitières. Voilà. Donc là, on est en train de refondre notre protéine végétale dans cette direction. Bah, super. Et pour préciser, organoleptique, du coup, c'est Ouais. le goût, la texture. Exactement. Et pour vous, c'est très important en tant que marque, parce que c'est En le fait- retour client, en fait. Hein. T'as tout compris. En fait, si tu veux, c'est bien d'avoir le produit qui, d'un point de vue scientifique, est au top niveau, mais si c'est imbuvable, tu facilites pas en fait la prise quotidienne de ce type de produit. Donc, nous, chez Nutrien&Co, on est avant tout des consommateurs de nos propres produits, et donc on va tout tester. Et dès qu'il y a une notion de goût, ce qu'on n'a pas avec des gélules par exemple, et sur de la whey ou sur de la protéine végétale, il y a une notion de goût. Là, il faut vraiment très très bien travailler le truc parce que en réalité, c'est la première chose que ton client va regarder. Et tu te fais déchirer sur Internet si tu n'as pas une bonne organe. C'est vrai que le retour d'expérience, j'avais acheté une whey isolate native, donc sur le papier magnifique. Et dans C'est un le feu shaker d'artifice. utilisé, c'était un calvaire, quoi. C'était pas buvable, quoi. Et comme on disait tout à l'heure, il y avait ça de mousse dedans et ça de grumeaux. Bah, on peut peut-être en parler maintenant hein, justement de ces excipients dans la whey avant de revenir sur la Ouais, whey, bien sûr. expliquer un petit peu les Ouais. types vu qu'on en parle. Mhm. Justement, qu'est-ce que vous utilisez pour votre whey et quel choix vous avez fait et pourquoi vous les avez fait? Ouais. Alors, ce qu'il faut, c'est se replacer aussi un petit peu le contexte de l'industrie. Vous savez que l'être humain évolue toujours un peu en oscillation et passe souvent un peu d'un extrême à l'autre. Et je pense que sur les prémices de l'industrie de la whey, il y avait beaucoup d'excipients, dont certains qui étaient controversés. Et sur les 10 dernières années, il y a eu une volonté de tenter de supprimer tous les excipients, comme si le mot même excipient était quelque chose qui appartenait au mal absolu qu'il fallait combattre. Encore une fois, je pense que la vérité se situe au milieu. Il faut y apporter de la nuance. Il y a effectivement des excipients qui sont controversés et qu'il faut essayer d'éviter d'utiliser, surtout qu'on est sur des produits, c'est pas des produits de cure, c'est censé être des produits qui accompagnent tout au long de la vie, ou en tout cas sur une partie de la vie, tant qu'on est sportif ou tant qu'on a ses besoins qui sont et globalement, si je dis pas de bêtises, il y a 3 types d'édulcorants, d'excipients, qu'on peut trouver dans une whey. Donc, il y a les édulcorants. Et je pense que le sujet porte sur les édulcorants principalement. Aujourd'hui, donc les édulcorants, c'est les sucrants. Il y en a 3. Il y a le sucralose, il y a l'acésulfame K et il y a les stevia, qui sont arrivés plus récemment. C'est intéressant, c'est que quand on va sur les sites des associations de consommateurs, on se rend compte que le sucralose et l'acésulfame K sont plutôt flagués en ce qu'on va appeler douteux. Alors, ils ne sont pas dangereux, il faut bien s'entendre là-dessus. Si vous avez choisi une whey un peu bon marché avec du sucralose, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas risquer de choper un cancer. Mais on ne connaît pas vraiment les effets à long terme. Et sur certains travaux cliniques, on a pu constater que ça pouvait engendrer des problématiques au niveau de l'intestin, d'irritabilité, des problématiques de perméabilité, etc. Du microbiote aussi. Voilà. À titre personnel, je pense que ça reste assez diffus. Okay, c'est pas quelque chose. Il y a des excipients qui sont plus controversés sur ces problématiques-là. Vraiment, on a des faisceaux d'indices, mais on n'en est pas sûr. Parce qu'il y a des travaux cliniques qui démontrent justement ces méfaits, mais d'autres qui démontrent qu'il n'y a aucun souci. Oui, la question, c'est qu'on n'a pas le recul sur les études scientifiques exactement. pour analyser les effets à long terme. Et donc, en fait, quand tu n'as pas de recul, tu ne sais pas et tu flagues. Donc, aujourd'hui, le sucralose et l'acésulfame K, ils sont en mode restons vigilants. Alors que la stevia, elle, c'est drapeau vert pour y aller. Voilà. Donc, mon conseil serait plutôt de dire orientez-vous vers des whey qui ont des édulcorants de type stevia si vous cherchez un goût. Il y en a qui vont chercher des whey neutres pour les mettre dans leur milkshake, machin, etc. Ceux-là, ils sont pas embêtés. En revanche, pour ceux qui cherchent vraiment la whey classique, je mets dans mon shaker, je mets de l'eau, je secoue et je bois, et qui veulent un petit goût, essayez plutôt de vous orienter sur des stevia. Est-ce que tu peux définir la stevia pour les auditeurs? C'est un extrait végétal. Là, on a vu les édulcorants après. Ouais, ensuite, tu as les texturants. Donc, les texturants, tu vas en avoir, on va dire, un qui domine, c'est la gomme de xanthane, et c'est pas dangereux. Pour le coup, on a un bon recul dessus, etc. Donc, on voit souvent sur Internet, parce que sur Internet, les marques, elles s'écharpent sur les excipients. Et moi, j'ai mon excipient que le voisin, machin, et regarde ce qu'il fait. Et en plus, comme c'est souvent des termes barbares, toi, je te dis, c'est une femme K, t'as déjà le poil qui se rit, il se dit, putain, c'est quoi? On dirait une molécule qui va me transpercer, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il faut ramener un peu de sagesse dans ce débat-là et regarder véritablement, prendre du recul. Et sur la gomme de xanthane, il n'y a pas de souci.
Ensuite, on va avoir les excipients qui sont faits pour avoir un meilleur mélange micellaire. Et là, il y a un enjeu important parce que je pense que la doxa qui domine sur le marché, en tout cas sur les arguments marketing pour le consommateur, n'est pas la bonne. C'est la suivante, c'est de dire que vous avez deux types de whey. Vous avez les whey de grade instant et les whey qui ne sont pas dites instantanéisées. Quand on a une whey instant, ça veut dire qu'on a rajouté dedans des particules de grade, des lécithines, pour améliorer le mélange et faire en sorte, juste, notamment sur les isolats, on va reparler après pour les réducteurs des grades, okay, mais notamment pour les isolats, ça permet d'avoir un meilleur mélange et d'éviter l'effet mauvaise bière que tu as eu, Pierre, sur ton expérience. Et là, en fait, on trouve beaucoup de sites qui racontent n'importe quoi et qui disent que les lécithines, c'est dangereux. Et en fait, c'est pas dangereux. Nous-mêmes, on en fabrique des lécithines. Tous les organismes vivants en fabriquent. Donc, en très petite quantité, ça ne présente en fait aucun danger. Donc, je pense que le curseur dans le débat est mal positionné à ce niveau-là. Et finalement, il est beaucoup plus intéressant d'avoir un mélange qui se fait bien, qui est agréable, sans grumeaux, sans excès de mousse, plutôt que de se dire, moi je suis un ayatollah, je veux zéro excipient, et finalement avoir ça de mousse, et de devoir attendre 3 heures pour que la mousse redescende. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour les auditeurs, si on devrait résumer ça un petit peu pour les excipients, 3 conseils assez clairs et synthétiques pour lire une étiquette et se faire à peu près une idée. Sur les excipients, moi, ce que je disais, c'est quand on voit du sucralose et de l'acésulfame-K, il faut fuir. Voilà. Et après, pour la partie lécithine, en fait, l'enjeu de la lécithine, c'est plus les filières OGM. Mais en Europe, c'est très contrôlé. Donc on n'a pas vraiment cette problématique-là, contrairement aux US. Okay. Donc, qu'on soit sur des lécithines de soja ou de tournesol, c'est la même chose. Alors, il y en a plein qui ont peur du soja, parce qu'il y a des phytoestrogènes dedans. Mais là, attention, on va chercher que la lécithine, complètement vidée des phytoestrogènes. Donc, ton taux de testo, il ne va pas tomber. Il n'y a pas de débat dessus. Mais c'est vrai que le soja a plutôt mauvaise presse auprès des sportifs de force. Donc, généralement, quand on fait une whey, on va plutôt s'orienter sur du tournesol. Okay. Donc, voilà, pour résumer, pas d'acésulfame-K, pas de sucralose. Alors, c'est les conseils que je recommande. Par principe. Voilà, par principe. Pour le reste, on peut y aller. Et après, c'est au goût de chacun. Si vous prenez une whey neutre pour, en fait, faire vos propres préparations, je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir... Ah, on a oublié de parler des arômes. Ouais. Okay. Parce que sur les étiquettes, on peut être trompé aussi sur les arômes. Est-ce que tu peux préciser ? Ouais. Les arômes, en fait, vous avez... il y a 3 façons de les lire. Il y a arôme naturel 2, arôme naturel et arôme. Okay. Donc, quand on a, par exemple, arôme naturel de cacao, ça vient du cacao. Il n'y a pas de... Quand on a arôme naturel cacao, c'est un arôme naturel qui vient peut-être du monde végétal, mais c'est pas le cacao. Ok. On a un exemple très simple, c'est la vanille. En fait, aujourd'hui, les arômes de vanille viennent principalement du clou de girofle. Donc, on a souvent arôme naturel vanille. En fait, c'est arôme naturel de clou de girofle. On ne te le mettra jamais comme ça. Okay. Et à la fin, tu as arôme. Et quand tu as juste arôme, ça veut dire que là, tu as une intervention de chimie en fait, par la main de l'homme. Mais encore une fois, il faut se méfier parce que tu peux avoir des arômes qui sont dits bioidentiques, c'est-à-dire qui sont identiques à ce qu'on va trouver dans la nature. Donc sur les arômes, bon, il n'y a pas de grand danger à avoir. Et je pense qu'encore une fois, le délire 100% naturel, pas 100% naturel, etc. Bon, on pourra en reparler, mais je pense qu'il faut plutôt regarder le bioidentique ou le pas bioidentique. C'est est-ce que l'organisme va le reconnaître comme utilisable ou alors est-ce qu'on va le retrouver dans la nature parce que c'est bioidentique. Donc pour résumer, les édulcorants, faites attention à acésulfame-K, sucralose. Il n'y a pas de grand danger, mais si vous pouvez éviter, c'est toujours mieux. Sur les texturants, normalement, vous avez la gomme de xanthane. Et là, c'est un go pour y aller. Sur les grades instants, vous avez les lécithines de tournesol et potentiellement de soja. Et sur les arômes, il y a tout ce qu'on vient de décrire. Si vous voyez d'autres excipients, d'après moi, ce n'est pas nécessaire. Donc, vous pouvez essayer de passer à la whey d'à côté. Et en fait, finalement, c'est-à-dire quoi ? C'est plus vous avez une liste d'ingrédients qui est réduite, meilleur c'est. Je pense qu'on peut fermer la parenthèse. Ouais, sur les excipients, tu disais que c'était pour l'expérience client, mais aussi pour la qualité de tes produits. On en a parlé pour le magnésium, par exemple. Mais est-ce que pour la whey, l'excipient vient augmenter la qualité de ta whey ou encore une fois, c'est une question de goût. C'est-à-dire, il y en a qui vont préférer avoir l'effet bière que tu as eu, parce que c'est des ayatollahs, ils veulent que de la matière active, en fait. Et
T'en as, moi c'est plutôt mon cas, je préfère un mélange micellaire qui se repère bien, et donc pour moi une lécithine, enfin un grade instant, c'est-à-dire une whey avec des lécithines, c'est plus quali qu'un grade non instant. C'est d'ailleurs un parti pris qu'on a pris chez Nutrien. C'est sûr que sur la praticité, on avait fait le podcast avec Michael Gundil et il consommait sa whey et il la touillait pendant 10 minutes et il mangeait un fromage blanc. C'était du plâtre en fait. mais il est sûr que c'est un produit qui là pour le coup, C'est il y a son pas choix à lui, d'excitant. ouais. C'est son choix à lui. Après, son métier, il fait que ça. Oui. Et pour en revenir un petit peu, vous voulez, on ferme la parenthèse ou tu as encore un truc à rajouter? Il y avait un petit point, j'aimerais faire juste rapidement une petite digression sur les différents publics qui sont concernés. On a parlé des sédentaires, on a parlé des sportifs d'endurance, des sportifs de force. Il y a également les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'à partir de 50 ans, on commence à avoir une fonte musculaire. Et donc, même si on est sédentaire et qu'on ne fait pas de sport, ça va être intéressant de consommer de la whey, ou en tout cas des protéines en poudre, faciliter l'apport protéique, parce qu'il faut augmenter son apport pour lutter contre la sarcopénie. Donc c'est pour ça que je voulais dire en préambule que la whey ne s'adresse pas que aux sportifs. Et que typiquement, à partir de 50 ans, homme ou femme, ça peut être intéressant. Et j'aimerais juste rebondir sur la visée. Tu disais que c'était pour soutenir l'apport structurel, anabolique, musculaire. Ouais, apporter les briques. Tu as parlé aussi du système hormonal. Est-ce que ça vient soutenir aussi la santé hormonale ou d'autres... Ça, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Donc je ne m'aventure pas dessus. Je n'ai pas étudié encore les questions, si tu veux, d'hormones relatives à la whey. Ok. Je ne m'aventure pas dessus. Très bien. Mais c'est qu'on... Oui, juste, on a l'habitude de voir des patients post-opératoires, nous. Alors peut-être que dans quelques années on y viendra. Il n'y a pas forcément de recommandations par les professionnels, les chirurgiens ou de par notre corps de métier, mais peut-être que ça pourrait servir à lutter contre le catabolisme justement. Tout à fait. Un patient qui s'est fait opérer une prothèse de hanche, qui va moins bouger, moins se mobiliser, ou même un gars qui s'est fait le croisé et qui va être moins actif. Ça pourrait être une solution intéressante. Je ne pense pas que ce soit trop sur les effets sur le catabolisme, oui, mais pas encore trop utilisé, quoi. C'est déjà un peu le cas quand même, c'est-à-dire que les protéines en poudre sont déjà arrivées dans les hôpitaux. Oui. On les markete pas comme des whey pour les sportifs, etc. Mais ça existe. Et ça peut faire le lien. Est-ce que tu peux nous parler du coup des différents types de whey et des formes, parce qu'on n'en a pas parlé. Parce que c'est du concentrat qui prennent avec des glucides en fait. Ouais, en fait, si tu veux, souvent c'est des préparations. Donc en fait, eux, au niveau organoleptique, ils vont très très loin et le grade va avoir quand même un intérêt. Tu vois, typiquement, aujourd'hui, donc en fait, il y a 3 grands grades de whey. Il y a les concentrats. On le trouve sous la dénomination WPC parce que c'est Whey Protein Concentrate en anglais. Il y a les isolats qui sont encore plus concentrés, que l'abréviation c'est WPI. Et il y a les hydrolysats. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas beaucoup d'hydrolysats sur le marché? Pour 2 raisons. C'est que déjà, ça coûte assez cher. Et deuxièmement, le travail organoleptique devient compliqué parce que jusqu'à il y a peu, les hydrolyses étaient pas très bien maîtrisées et donc on tombait souvent à la taille, à l'échelle des acides aminés. Et il y a une très grande astringence. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des BCA. On pourra tester les BCA du Trienco. Vous verrez qu'il y a une très grosse astringence. Et l'enjeu d'ailleurs de l'organoleptique des BCA, c'est de lutter contre cette astringence. Et nous, on s'était planté sur notre première formule, et on a refondu une formule de BCA pour casser cette astringence qui était trop lourde. C'est pour ça que les hydrolysats, on ne les retrouve pas beaucoup. Parfois, vous allez avoir certaines marques qui en mettent un petit peu, 15% pour rehausser un peu le taux de protéines. Mais en fait, voilà, on ne va pas beaucoup en parler autour de cette table aujourd'hui. Et donc après, tu le disais très justement tout à l'heure, les WPC, donc les concentrats, globalement, on va trouver des whey qui vont entre 20 pour les plus basses. En fait, dans l'industrie fromagère, dans l'industrie aussi de supplémentation hospitalière, etc., parfois d'avoir un taux de protéines bas, c'est aussi intéressant. Parce qu'il y a d'autres éléments dans la whey, il y a aussi des lipides, il y a aussi des glucides qui peuvent être intéressants à aller chercher sur certains grades. Et bon, nous, globalement, ce qu'on va dire, c'est que les concentrats, ils font entre 70, 80, parfois 85, okay. Et les isolats, ils montent entre 80 et 95%. Voilà, globalement, ce qu'on peut dire. Et en fait, il y a une étape de filtration supplémentaire sur les isolats. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre un concentrat
et un isolat, il y a des types de filtration. Parce qu'en fait, la whey, que ça vienne, ça on va en parler après, du lait, des coproduits de l'industrie fromagère, il y a de la filtration qui s'opère ensuite. Je pense que tu peux commencer à en parler maintenant, hein. Ouais. Pour les auditeurs, ça peut être intéressant de comprendre le processus de la whey. Et tu parles de ces deux et justement Ok, montrer alors la différence. je reviendrai sur les techniques de filtration Ouais, bien sûr. après. En fait, vous avez deux façons d'obtenir de la whey. Soit vous allez directement chercher du lait frais chez le producteur, soit vous adressez à une usine qui fait du fromage et vous récupérez le petit lait. Donc ça va être un coproduit de l'industrie fromagère. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la whey qui vient du lait, qu'on appelle la whey native, elle est intéressante parce que les études ont démontré qu'elle avait un petit peu plus de leucine, ce fameux acide aminé clé dont je vous parlais tout à l'heure pour enclencher l'anabolisme. Et elle a également ce qu'on appelle des peptides bioactifs. Ça, c'est un point très important. C'est à ça qu'on va reconnaître une whey de qualité. On en reparlera après. L'avantage pour moi de la whey, en revanche, issue de l'industrie laitière, c'est que c'est un coproduit. Donc, on va valoriser, en fait, un coproduit. Bon, ceux qui sont sensibles à ce type d'argument, il faut qu'ils s'orientent dans ces cas-là sur les whey issus de l'industrie fromagère. Ceux qui vont plutôt chercher la qualité, je pense que les whey natives ont une longueur d'avance. Je dirais une petite longueur d'avance, je vais être franc, c'est pas non plus la différence absolue. Okay. On va parler plutôt des effets annexes, notamment l'immunité, avec les peptides bioactifs que la whey native va apporter. Mais on va dire qu'en termes d'absorption, il n'y a pas de grande différence. En revanche, il y a une différence importante, c'est sur la digestion. Pourquoi ? Parce que il y a deux éléments qui vont influencer la capacité que votre intestin va avoir de supporter cette charge de protéines que vous lui mettez. Un, idéalement, il faut avoir le moins de lactose possible. Et dans le lait, il y a du lactose. Donc, les whey qui vont présenter un faible taux de lactose, c'est les isolats. On en reparlera après. Et deuxièmement, vous avez l'intégrité des protéines. Alors, ça, c'est pas documenté scientifiquement, mais par les retours de clients qu'on a, et c'est pas que nous, c'est global dans l'industrie, toutes les marques font quand même ce constat-là. Sur les whey natives, on a quand même globalement des peptides intègres, alors que sur les whey laitières, on a des peptides qui sont un petit peu plus abîmés, qui ne sont pas intègres, notamment dû à la pasteurisation, etc. Et a priori, quand on est sur des peptides qui ne sont pas intègres, la digestion peut être un petit peu plus difficile. Voilà ce qu'on peut dire. Et est-ce que tu peux préciser du coup l'effet sur le système immunitaire, les peptides bioactifs C'est principalement sur les allergies. En fait, alors ça dépasse même la whey. Globalement, il y a un consensus qui dit que quand on prend du lait non pasteurisé, on va plutôt renforcer son système immunitaire, c'est-à-dire éviter les allergies. Alors que quand on a l'habitude d'être nourri avec du lait pasteurisé petit, en fait, on renforce moins son système immunitaire quant à sa capacité à lutter contre les allergies. Est-ce que tu peux les nommer, les peptides bioactifs, et donner un peu le fonctionnement en fait alors le fonctionnement, c'est-à-dire le fonctionnement, tu veux la mécanistique en tant que telle ? Ouais, enfin, nous, c'est peut-être la première fois qu'on entend ce terme de peptides En bioactifs. fait, si tu veux, l'enjeu, c'est pas vraiment de dire comment ça fonctionne, c'est plus de s'assurer qu'il y en a, parce que c'est le reflet de la qualité. Donc à la limite, si tu veux, comment ils interagissent avec le système immunitaire pour diminuer les allergies, c'est pas tant ça, si tu veux, l'élément central, c'est plutôt de les détecter et de s'assurer qu'il y en a. Comment tu t'assures qu'il y en a ? Là, pour moi, c'est soit tu fais une analyse en tant que marque pour montrer à tes consommateurs, nous, c'est notre démarche, on est transparent, on fait des analyses sur tout, soit tu as un trait de marque. Donc un trait de marque, c'est quoi ? C'est tu vas déclassifier l'ingrédientiste avec qui tu travailles. Nous, on travaille avec la problématique 95 de Lactalis, on le dit, les gens peuvent aller vérifier, et on sait qu'ils ont des peptides bioactifs. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des peptides, il y a aussi des molécules qui ont un intérêt. Je pense par exemple à la lactoferrine, qui est une molécule qui va être intéressante pour l'immunité, mais également pour améliorer un peu la digestion. Donc tu as la lactoferrine, tu as l'immunoglobuline, voilà, c'est des éléments que tu peux chercher à identifier en fait dans ta whey et qui démontrent que c'est une whey de qualité. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a un gros débat sur finalement est-ce que la fromagère et la laitière, il y a une si grande différence que ça, parce qu'à un moment, pour extraire la whey de la laitière,
on passe un peu par les mêmes procédés, etc. Et la problématique, c'est que comme les ingrédientistes gardent secret leur technique de filtration, bah, toi, tu es un peu perdu. Le juge de paix, c'est les peptides bioactifs, voilà. Notamment l'immunoglobuline dont je parlais, ou alors des molécules type lactoferrine qui vont venir renforcer. Et nous, en tant que consommateurs, est-ce qu'on est capable, en lisant l'étiquette, de savoir l'intégrité de ces peptides Le bioactifs? mieux, c'est de le demander à la marque. Ok. Ou alors de repérer un trait de marque sur l'étiquette. Donc nous, on le lit, Lactalis, machin, la scientifique de Lactalis, il y a toutes les études, tu peux regarder. Ou alors tu demandes à la marque de te fournir une analyse indépendante à ce niveau-là. Mais après, il y a des consensus dans l'industrie. On sait qu'aujourd'hui, la Pronatif 94, elle s'appelle Pronatif 95, mais elle a 94% de protéines. Je ne sais pas pourquoi ils s'appellent, parfois je fourche un peu. Ils ont arrondi. Mais globalement, la Pronative, elle est connue comme étant une protéine native issue de lait français, d'élevage extensif, dans les prés, etc. C'est le top. Et ils ont déjà démontré, ils ne le font pas sur tous les lots, mais la teneur en peptides bioactifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la whey fromagère a aussi son peptide bioactif. Elle en a en tout cas un qui est connu. Son acronyme, c'est GMP, ça veut dire glycomacroprotéine. Okay, une protéine en fait issue des coproduits de l'industrie laitière. Elle passe par plusieurs, on va dire, actions enzymatiques, et il y a une action spécifique qui va la fabriquer en amont. Et donc, elle a des effets aussi sur la santé qui sont positifs jusqu'à une certaine quantité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a des effets positifs seulement sur les adultes, pas sur les nouveau-nés. Donc, quand on fait des laits qui sont chargés en protéines laitières, on est obligé de les vider de ce peptide, en fait, si c'est un produit qui est destiné à la nutrition infantile. Sauf que les ingrédientistes, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je ne vais pas jeter ma GMP, je vais la recycler. Donc, il y en a certains qui les mettent dans les whey. Et donc, si on a une whey fromagère qui dépasse 20%, alors après, il n'y a pas de gros consensus là-dessus. Certains disent 20, certains disent 30, on va dire 20 ici. S'il y a plus de 20% de GMP, alors c'est une whey fromagère qui, a priori, n'est pas de grande qualité. Ça veut dire qu'il y a eu un ajout de GMP par-dessus. Voilà ce qu'on peut dire. Et si on devait un petit peu résumer tout ce qu'on vient de dire pour condenser un petit peu pour les auditeurs, donc il y a différents types de whey, après native, non native, est-ce que tu pourrais nous le résumer de façon... Globalement, il y a deux sourcings. Native, c'est quand ça vient vraiment du lait frais. C'est intéressant parce que généralement, tu as une filière qui est beaucoup plus transparente. Fromagère, coproduit de l'industrie fromagère, on récupère le petit lait. Et ensuite, on a 3 grades. WPC, donc les concentrats, qui, contrairement à ce que leur nom indique, sont les moins concentrés. Isola, qui sont le grade qui est très concentré et toujours sous forme de protéines. Et les hydrolysats, où là on passe sur du peptide, voire de l'acide aminé, et qui sont de moins en moins utilisés pour les raisons que je vous ai expliquées sur la partie organoleptique. Super, c'était très, très complet, enfin, je pense que c'est bien résumé. Et moi j'avais une question, c'est à la place du consommateur. C'est vrai que moi j'ai du mal à imaginer comment ça se passe en fait. Là tu parles de Lactalis, mais concrètement qu'est-ce qui se passe en fait? Comment vous marchez avec vos fournisseurs? Est-ce qu'on pourrait avoir genre la chaîne de valeur, une idée un petit peu de ce qui se passe? Peut-être nous parler aussi des erreurs ou de ton cheminement, parce que je suppose quand tu as créé la marque aussi, tu es arrivé dans un milieu que tu connaissais pas trop, et nous parler aussi de cette expérience-là. Alors sur la whey, j'ai peu de recul parce qu'on l'a sorti il y a 1 an maintenant. Et pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait d'erreur. Il y a d'autres formules sur lesquelles j'en avais des premières formules qu'on pouvait améliorer. Donc, typiquement, sur un magnésium, on en est à notre 4e ou 5e formule. On l'a amélioré 4 fois. Après, c'est pas pour autant que le premier était mauvais, c'est juste qu'en fait, non, mais tu cherches à optimiser chaque fois. C'est ça, il était moins bon. Là, aujourd'hui, je trouve qu'on a un magnésium, en tout cas, surtout dans son rapport aussi, rapport qualité-prix, il est très bien positionné. Peut-être que dans 2 ans, tu seras encore mieux. Bah, on en parlait quand on aussi, est ici. Je vous ai parlé d'un autre sel que j'avais repéré, mais qui est très très cher. Ça fait longtemps qu'on cherche à le faire rentrer dans la formule, mais niveau prix, ça passe pas. Je pense qu'on va faire un magnésium spécifique pour atteindre les tissus cognitifs. Je vous ai expliqué qu'il était un peu difficile d'accès. On en parlera dans le prochain épisode sur le magnésium. Voilà, pour le prochain, la semaine prochaine, il va sortir. Ça tease. Ouais, ça tease up. Donc pour revenir un petit peu à ce processus sur la whey, je ne pense pas pour le moment qu'on ait fait. On a fait une erreur. C'est lancé un challenge, c'est que de la Pronatif 95, il n'y en a pas beaucoup. Et donc c'est difficile d'en avoir. Et en plus, c'est un bon prix. On la paye très très cher.
En fait, la particularité de Nutrienco, c'est qu'on s'est lancé, donc on a 50 produits aujourd'hui dans un univers santé, beauté, sport. Sport, c'est la dernière gamme qui est arrivée. Donc on ne s'est pas fait par le sport. Ok. Donc en fait, on a la santé et la beauté qui portent le sport. Donc on peut se permettre d'avoir des produits qui nous coûtent très cher, qu'on vend quand même à des prix un peu compétitifs, parce que justement, on a ces autres gammes qui nous permettent de bien vivre. Donc ça nous a permis d'aller chercher vraiment le top de la qualité. Après, ce qui s'est passé, c'était que Lactalis, l'année dernière, nous a appelé, nous a dit, bah, maintenant, on arrête le gras d'instant. On le fait plus. C'est trop compliqué pour nous, on arrête. Et là, on était désespérés. Déjà, on avait bossé 1 an pour sortir la vague. Quand, si tu veux, ton produit sort, etc., t'es trop content, t'en mets des vagues. Nicolas, le mec, qui t'appelle et dit, ouais, tout va changer. C'est là, putain, il faut tout recommencer. On était dégoûtés. Et donc, en fait, on s'est lancé un défi et on s'est dit, bah, dans ces cas-là, on va le faire nous. On va instantanéiser la whey de Lactalis. Et donc, en fait, on a reconstitué la chaîne de production. Donc, globalement, Lactalis récupère le lait au sein des fermes françaises. Ok. Ensuite, ils ont leur secret de fabrication. Je vous l'ai dit, sur la partie vraiment isolation de la whey, chacun a un petit peu ses secrets. Et également sur la très faible teneur en lactose, puisque l'une des particularités de la Pronatif 95, c'est qu'elle est très très pauvre en lactose. En fait, on va dire qu'elle est quasiment sans lactose. Et donc, elle n'engendre pas de problématique digestive relative au lactose. Ensuite, on récupère la whey, qui n'est pas instant, et on a trouvé un instantanéiseur. On lui a dit, on veut que tu travailles avec tel lécithine de tournesol. Donc lui, il fait l'instantanéisation. Et ensuite, ça part chez le façonnier, qui va ajouter les arômes, la gomme de xanthane. Il nous sort ça ensuite en dye pack, on les récupère et on les propose à nos clients. Voilà globalement comment ça se passe dans les grandes étapes. Et ça a été un défi de gérer l'instantanéisation, parce que ça rajoute une étape, il faut porter le stock, enfin, je passe les détails, mais c'était très compliqué. Et du coup, arôme cacao ou arôme de cacao? On a les deux. Voilà. Ok. Mais moi, j'ai rien à cacher. On a arôme naturel de cacao et on a arôme cacao aussi, donc non naturel, mais bioidentique. Moi, j'avais demandé en fait à mon aromaticien, aromatiseur, comme on dit, je lui avais dit, ça me dérange pas que tu sortes du naturel, mais tu me démontres que c'est du bioidentique. Il me l'a démontré. Je lui ai dit, ok, fais, on y va. Donc là, tu as pris à charge en fait tout le monde de l'excipient en fait. Tu reçois la matière première de Lactalis. Voilà, nous on reçoit vraiment la matière première whey et on s'occupe de l'instantanéité. Et sur les secrets industriels, tu dis chacun a son secret pour le lactose. Est-ce que tu as un droit de regard ou vraiment c'est un secret bien gardé? Bah, en tout cas, Lactalis, ils ne communiquent pas sur les... Après, ils vont te dire des grands trucs. Hein. En fait, globalement, tu as la microfiltration et l'ultrafiltration. C'est les deux grandes techniques on va dire, pour isoler la whey, pour récupérer la whey. En fait, contrairement à ce qu'on pense, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, elles sont complémentaires. Alors, je regarde mes mails parce que je ne veux pas dire de bêtises. De mémoire, je ne les retrouve plus, donc je vais le faire de mémoire. Ah si, c'est là. Oui, voilà, c'est ça. En fait, un concentrat, il passe uniquement par de l'ultrafiltration, mais il peut passer plusieurs fois. Et il y a plusieurs approches de l'ultrafiltration. Ensuite, un isolat, c'est une whey qui est dégraissée. Et pour la dégraisser, il faut passer par le processus de microfiltration. Donc l'isolat, il passe par de l'ultrafiltration, mais également par de la microfiltration, et peut-être plusieurs fois chacun. Et ensuite, il y a le process de vider la whey en lactose. Et ça, c'est secret, on ne sait pas comment Lactalis fait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de résidus chimiques à l'arrivée dans la whey, et il n'y a plus de lactose, très très peu. Et sur les filtrations, tu disais qu'il y avait deux approches, la microfiltration avec des filtrations mécaniques et l'ultrafiltration avec un filtre chimique. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les... Oui, alors en fait, globalement, si tu veux, les mécaniques, c'est ce qui est recherché. Mais encore une fois, c'est beaucoup des arguments marketing parce que tu ne sais jamais ce que fait le fabricant derrière. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on joue à se faire peur. Il y en a qui disent, il y a des solvants et tout. Solvants, peut-être, mais à l'arrivée, est-ce que tu en trouves? Si tu en trouves, là, je te dis, tu vas pas. Si tu n'en trouves pas, t'en sais rien en fait. C'est peut-être simplement un concurrent qui dénigre ton fournisseur. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tout ça, tu sais pas trop. Et en fait,
les fabricants de whey sont assez secrets sur leur process de fabrication. Donc toi, la seule façon que tu as, c'est que tu récupères ta whey et à la sortie, tu regardes tout ce qu'on s'est dit. Donc est-ce qu'il y a des solvants? Est-ce qu'il y a des résidus chimiques? Du coup, tu fais Est-ce des qu'il y a des tests. pesticides? Tu fais des tests après Ouais. avec le produit. Ok. Tu fais des tests. Ok. En obligatoire. fait, ce qui est fou, c'est que toi, tu es en interface avec le client, donc tu dois rendre des comptes. Sauf que Lactalis, lui, n'a pas l'interface client. Et, Non, il n'y a pas l'interface client. et donc, en termes de transparence face à tes clients, tu es obligé de faire des analyses. Mais nous, derrière. notre taf, c'est de faire de l'analyse. Hmm. C'est notre métier au quotidien. Et tu es obligé de bosser avec Lactalis, t'as pas des Non, petits si, t'as groupes d'autres. plus indépendants ou peut-être plus transparents aussi Si, ou- mais après, tu auras toujours, si tu veux, le chevalier blanc qui peut venir faire un podcast, qui pourra te décrire tout son processus de fabrication. Tu vois Ok, ce que je veux ouais, dire bien sûr. Ok. Ça, nous, finalement, cette démarche de transparence absolue qu'on a chez Nutrienco, c'est un peu ça. Mais je veux dire, dans la moyenne de ce qui se fait dans l'industrie, il y a des secrets de fabrication. Après, c'est sûr que si tu vas chercher, je sais qu'il y a une marque, là, enfin un ingrédientiste, j'ai oublié son nom, qui tire son lait, ils font que du concentrat, mais c'est un concentrat de qualité. Ça vient des Alpes. Peut-être qu'on pourrait les inviter pour Ouais, bien sûr. échanger spécifiquement Sur sur ça. les logiques de filtration. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les très petites unités de production comme ça, souvent la filtration elle est sous-traitée. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. C'est que même tu achètes le lait et ensuite tu dois trouver une usine de filtration. Voilà. Donc là après, putain, pour auditer ton usine de filtration, C'est difficile. c'est complexe. Donc c'est pour ça que finalement, au bout du compte, tu fais ton analyse Voilà. et Tout au est moins nickel. t'es serein. Et après, il y a les fameux traits de marque. Ça, c'est un enjeu très important. J'insiste dessus auprès de votre communauté. Insiste, Sur les insiste. étiquettes, si vous trouvez les traits de marque, c'est rassurant. Ça veut dire que la marque n'a rien à cacher. Et ça veut dire que vous pouvez remonter la chaîne de production, en fait. Si le mec n'a rien à cacher, c'est qu'a priori, il est clean. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et l'ingrédientiste, s'il veut vendre son produit, et s'il a mis un trait de marque, c'est parce qu'il est plus quali que les autres et qu'il veut le faire savoir. Tu peux développer un petit peu de trait de marque pour que les gens, quand ils lisent les Bah, étiquettes, tu vois, justement. typiquement, Pronatif 95, en fait, globalement, nous, c'est une WPI, donc un isolat. Et en fait, le trait de marque, c'est Pronatif 95. Donc, quand tu repères la Pronatif 95, bah, quelque part, c'est rassurant. Ok. Tu sais d'où ça vient. Quand tu n'as rien, tu as juste marqué WPI, ça peut venir du fin fond de la Bulgarie, et tu peux avoir 40 brokers de petits laits qui sont passés au milieu, avec une dilution de la marge, et donc ensuite des procédés de fabrication un peu pourris bah, pour compenser. Tu pourrais nous en donner d'autres comme ça, d'autres traits de marque ou... Ouais, alors j'en ai pas, je les ai pas tous en tête. Je sais que tu as Ingredia qui fait aussi des traits de marque. Ok. Je sais que malheureusement, j'ai Et mal- ça, tu le j'ai lis à mal l'arrière. travaillé. Si Tu tu le veux, lis à l'arrière de ta Alors- whey ou sur le site internet idéalement. Ok. Idéalement. D'ailleurs, je excuse-moi, sais, je te coupe, je sais que tu excuse-moi, as mais d'autres marques qui le faisaient. ok. Est-ce que vous avez une obligation au niveau de l'affichage de votre whey à marquer des informations ou pas? Est-ce qu'il y a un Oui. cadre légal en vous disant ben ça, il faut que ça se soit affiché ou Oui. est-ce que c'est un peu En freestyle? matière de teneur protéique, c'est Ok. très encadré. D'accord. Ça, je pense qu'il faut en parler. Juste pour terminer sur les Ouais, traits de bien marque, sûr, excuse. ce qu'on peut proposer, c'est de mettre un petit tableau pour ceux qui regardent, Très bonne idée. où on mettra quelques traits de marque. On n'est pas les seuls à débunker, entre guillemets, les traits de marque. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Il y a d'autres très belles marques de whey en France. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les traits de marque. Ça, c'est sur la traçabilité. Est-ce que chez Nutrienco, vous travaillez sur des produits français ou des produits responsables? Enfin, Oui. comment Bah vous ouais, placez sur typiquement, ça? là, tu vois, on avait mis un point d'honneur à travailler avec des fermes françaises pour valoriser la filière française. Le contre-coup, c'est que c'est un peu cher, parce qu'on est vraiment sur le top de la qualité. Hein. La Pronatif 95, c'est le top. Un peu de grade instant. À ma connaissance, on est les seuls à l'avoir, sauf si une autre marque a fait le travail de l'instantanéisé, c'est possible. Mais en tout cas, en France, pour le moment, et on va dire dans le milieu un peu sportif et start-up, j'en ai pas vu. Ça arrivera peut-être. Je dis pas qu'on est les seuls, mais j'en ai pas vu. Donc on a vraiment cette spécificité. Le top de l'isolat français et en grade instant. L'eau lactose, machin. Et vous avez des indications quant à la manière dont sont nourries les vaches laitières? Oui, alors j'ai pas. Elles sont dans les champs. Oui. Donc si tu veux, D'accord. c'est C'est une bonne nouvelle déjà. sur la majorité, sur une partie de l'année. Ils sont pas Parce qu'après en enfermés. hiver, c'est Oui, froid oui. dans les hangars. Quoi. Donc, voilà. Mais on pourrait demander, je sais qu'on l'a, on a les infos si tu veux de notre côté, je connais pas tout par cœur, tu t'en doutes. Faudrait regarder. Mais
Ce qu'on avait regardé surtout, c'était on voulait que nous, on est assez sensible déjà au bien-être animal, enfin un minimum, quoi, tu vois. C'est pas, moi, à titre personnel, je suis pas vegan, mais les élevages extensifs bois, on a tous vu ces vidéos horribles. T'as des pauvres vaches qui ont des énormes kystes, le mec il arrive, il les perce comme ça fuit pendant 1 heure. Enfin, c'est quand même dur. Alors que parfois, quand tu traverses nos beaux paysages français, tu vois les belles vaches dans des beaux champs bien verts et tout, bah, on voulait que ça vienne de là, quoi. On a vraiment un point d'honneur à ce niveau-là. Il y en a d'autres, hein. Je sais qu'Ingredia propose un grade, alors lui qui est à 90% et qui est pas low lactose, mais qui est également France et Belgique. Belgique, c'est pareil, quoi. C'est pas, ça reste calibre. Ingredia et Lactalis, c'est du coup les Les ingrédientistes. ingrédientistes. Il y en a d'autres aussi, on fera la liste, comme je dis. Là, Ouais, bien on sûr. en mettra quelques-uns, on ne les mettra pas tous, mais voilà ce qu'on peut dire. Tu parlais de l'obligation justement de marquer la teneur Ouais. en protéines, ça peut être important justement pour le consommateur. Tu nous avais parlé en off qu'il y avait eu un scandale à un moment. Ouais, c'est que nous on n'est c'est pas tout à fait au courant de ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a cherché en fait, à se faire connaître en créant un scandale, alors qu'en réalité, pour moi, c'était... on ne connaît pas les méthodes d'analyse et les laboratoires avec lesquels il a travaillé. Donc c'est un petit peu compliqué et on ne connaît pas la connaissance de cette personne-là en matière de cohérence d'analyse. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais des analyses de teneur protéique, Juste donner le contexte pour les auditeurs qui peut-être ne connaissent pas le scandale qu'il y a eu. ouais, il y a eu globalement, c'était, je crois, il y a 6 mois, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une sorte d'influenceur qui a essayé de percer en analysant plein de whey du marché et en démontrant que sur certaines d'entre elles, la teneur affichée sur les étiquettes n'était pas du tout celle qu'on retrouvait finalement dans les analyses. Donc nous, bon, on n'était pas encore trop connus sur le segment whey à ce moment-là, donc bon, il ne nous a pas analysé. Mais en fait, il y a une marque concurrente qui avait exactement la même whey que nous. C'était le moment où on n'avait pas encore eu le problème de l'instantanéisation. Et elle était ressortie au niveau auquel on s'attendait. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que globalement, quand tu vas faire des analyses de teneur en protéines, tu vas regarder l'azote. Et tu vas multiplier ça par un coefficient. Tu as en fait 2 coefficients. Le coefficient réglementaire, c'est 6,25. Et c'est un coefficient moyen, c'est-à-dire qui correspond à la moyenne de la concentration azotée des protéines sur l'ensemble des aliments. Mais pour les protéines animales, et notamment laitières, le consensus scientifique se situe plus sur un coefficient à 6,38. Okay. Ça correspond à quoi concrètement? Enfin, si tu peux l'expliquer aux auditeurs, ce coefficient. C'est un calcul. C'est un calcul. Mais en fait, si tu veux, tu prends, pour faire très simple, tu prends la teneur en azote, tu multiplies par ce coefficient, tu trouves ta teneur en protéines. Ok, d'accord. C'est ça, là. Parfait. Ça. Et je te le fais en méga résumé. Non, mais bon, super, non, mais c'est parfait. Vulgarise. Ensuite, alors, donc légalement, toi, tu es obligé d'être en 6,25 sur ton étiquette. Mais le problème, c'est que tout le monde veut afficher la plus grosse teneur. Ouais, et alors, Lactalis, qui nous présente son grade à 94%, il nous le présente en 6,38 et en plus en extrait sec. Parce qu'il faut bien comprendre que dans l'air ambiant, il y a toujours un peu d'eau qui vient se mettre dans ta poudre et qui diminue d'autant plus la teneur. Donc en fait, si tu passes de 6,38 à 6,25 et d'extrait sec à extrait ambiant, déjà, tu ne vas pas retrouver le 94%. Okay. Donc nous, sur notre étiquette, on a expliqué tout ça. Au verso, on a dit, voilà, nous, on vous donne le 6,25, on vous donne le 6,38, et on annonce ce que avance Lactalis, c'est-à-dire 94% sur extrait sec en 6,38. Est-ce que le mec qui a fait ces analyses savait tout ça? Je ne sais pas, et je ne pense pas. Parce que, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, alors là, on rentre dans la technique. Quand tu vas choisir ton laboratoire pour faire les analyses, tu lui envoies ton truc, etc., il va te sortir un chiffre. Mais lui, il doit se baquer sur ce chiffre-là. Il doit te le garantir. Et donc, plus la teneur est élevée, plus, si tu veux, dans sa démarche, c'est quelque chose de singulier, d'original, de rare. Et il n'aime pas la rareté, en fait, le labo. Lui, ce qu'il aime, c'est la standardisation. Donc, plus c'est rare, plus il va se couvrir. Et donc, généralement, il va faire une deuxième analyse maison où il va, si tu veux, prendre une petite décote de sécurité qui va lui permettre de garantir le taux de protéines.
Donc finalement, je te fais un méga résumé, mais si nous, en fait, quand tu fais l'analyse sur la nôtre, tu prends la neutre. Hein. On parle de goût neutre pour pas parler on va dire, du cacao qu'on ajoute dans la chocolat et des excipients. On met ça aussi de côté, on se met vraiment que sur la nôtre. Et bien en fait, tu peux passer d'un coefficient, d'une annonce à 94% sur extrait sec en 6,38 à 85% si tu es en 6,25 sur extrait ambiant et avec la décote de sécurité qui peut aller de 3 à 5% parce que le labo il se dit oula putain j'ai jamais vu un taux protéique aussi élevé, je vais quand même me couvrir un peu. Voilà. Okay. Et en plus de cela, tu as aussi parfois des laboratoires qui se plantent. Nous on a fait des tests avec 2 laboratoires, il y a un labo qui nous a sorti 30%. Là, je transpirais, je vois. Là. 30%. Ouais, là, je dis, c'est pas possible. Donc, on les a appelés, ils nous ont remboursé. Ils ont admis qu'ils s'étaient plantés. Okay. Mais t'imagines si t'as le mec qui voulait faire son buzz, là. Et qui derrière, il récupère, parce que lui, il va pas dépenser 50 analyses, faire des contre-analyses, etc. Lui, il a son analyse, il a vu qu'il y avait la décote, il dit, putain, je vais pouvoir faire mon buzz, je suis content, je poste ça. Voilà. Et après. C'est foutu. Ça fait très mal. Ça fait très bien. C'est pour ça qu'on a anticipé. On s'est dit, on va tout de suite faire des analyses. Donc on a tout de suite pris 2 labos. Il y en a un qui s'est planté, qui a refait les analyses après, qui nous a pas fait payer d'ailleurs, c'est un petit gentleman. L'autre labo, lui, avait très bien réussi. Et ensuite, on a communiqué auprès de nos ambassadeurs, notamment de nos ambassadeurs techniques, pour qu'ils fassent déjà un peu de bruit sur Nutri en disant, regardez, ils ont la vraie maîtrise du sujet. Et donc, il y a pas de souci. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand tu vas dans l'onglet analyse de la whey sur le site Nutri-Eco, tu vas trouver 85-86%, mais j'ai expliqué pourquoi est-ce que c'était pas 94%. Est-ce que tu peux amener une précision sur l'amino-spiking, ouais. où des fois on va rajouter... C'est ça, vas-y, je t'en prie. Moi je lis ce que tu nous as envoyé, donc du coup les acides aminés azotés, et aussi sur la GMP, on a parlé de la GMP sur la whey fromagère. Ouais. Est-ce que c'est régulé ça, ces ajouts? Est-ce que... Non, et en fait, justement, c'est ça qui, en fait, tu peux tromper en ajoutant des acides aminés. Mais alors là, on en vient sur un sujet qui est très important, c'est de dire qu'il est beaucoup plus intéressant d'apporter, en tout cas pour l'anabolisme musculaire, des protéines entières ou des peptides que des acides aminés. Les acides aminés peuvent avoir leur importance. On pourra en reparler si un jour on fait un sujet sur les BCA en tant que tel, ou les EA, les acides aminés essentiels, mais parce qu'en fait, en présentant à ton organisme des protéines entières qui vont être découpées en peptides, donc qui est une association d'acides aminés, tu vas forcer une filière particulière, notamment la filière de reconstruction musculaire. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que si tu envoies des acides aminés, les acides aminés isolés, ça peut être orienté sur plein de filières protéiques différentes et pas forcément celles des muscles. Et c'est aussi une méconnaissance où on pensait que toutes les protéines allaient être hydrolysées en acides aminés pour être reconstruites, et finalement on se rend compte qu'il y a des canaux de bipeptides, tripeptides. C'est exactement ça. Et en fait ça, on va en reparler aussi sur le collagène parce que c'est central. On vous tease. Voilà. En fait, pendant longtemps on pensait ce que tu dis, c'est-à-dire jusqu'au début des années 2000, on pensait que les protéines étaient découpées en acides aminés avant d'être absorbées. Ce qui est le cas pour une partie d'entre elles. Mais il y a également des canaux de peptides. Et ça, c'est le top. Parce que c'est là où tu es capable de jouer sur certaines filières. En résumé, c'est vrai que pour le consommateur, pour clôturer, je pense qu'on a été assez complet. Qu'est-ce qu'on pourrait dire concrètement quand je vais acheter ma whey? Déjà, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que tu pourrais nous faire un résumé de, je sais pas combien ça fait, peut-être 1h20, un résumé à 1h20 avec l'étiquette, sur quoi on fait attention et... Ouais, globalement, on peut parler aussi un peu du prix, très, très rapidement. Ouais, bien sûr. Alors, nous, notre approche, c'est de dire que si on est sur un concentrat, on peut essayer de viser quelque chose autour des 35 € le mois. Généralement, c'est 1 kilo. Et sur les isolats, si on veut un isolat de top qualité, je pense que ce sera difficile de trouver à moins de 45 € par mois. Surtout sur de la native. Je précise bien sur de la native. Que ce soit concentrat ou isolat, sur de la native, on est sur ces prix-là. Si on n'est pas sur de la native, on n'a pas de trait de marque, on ne sait pas d'où ça vient, etc., on peut aller chercher du prix. Et encore une fois, moi, c'est pas ce que je conseille. Et si on doit faire un résumé, donc, moi, je peux te dire ce que je recherche personnellement. Je vais rechercher un isolat ultra concentré, natif. J'aime bien que ça vienne de mon pays, parce qu'on est sur on produit du lait de qualité en France, autant que ça vienne de chez nous.
contrairement au curcuma, où on fait pas de curcuma, il faut aller le chercher en Inde. Je veux un grade instant. Pour moi, c'est très important. Voilà, je veux pas de sucralose et d'acésulfame K. En revanche, moi, je suis plutôt stevia. Je suis pas trop neutre parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Et ensuite, je vais quand même chercher certains minimums de teneur, mais typiquement, si tu es sur un isolat natif, ta teneur en leucine par scoop, tu sais, par dose, tu es à plus de 3 grammes. Tu pas embêté en fait. Les mecs qui disent il faut 3,2 grammes de leucine, machin. En fait, si tu as déjà un isolat et que tu es natif, tu n'as pas de souci. Et je vais chercher aussi un grade de lactose pour être certain de ne pas avoir de problème de digestion. Je pense que l'une des grandes forces de la whey Nutri&Co, c'est les retours qu'on a sur la digestion. Il y a plein de clients qui ont utilisé des whey cheap, qu'ils ont acheté dans les grandes surfaces, machin, etc. Et qui nous disaient au début, il est trop cher. Et qui finalement, parce qu'il y a eu une action avec des ambassadeurs, ou on a fait une opération promotionnelle, etc., ont fini par se laisser séduire par la whey Nutri, et qui nous disent en commentaire, c'est fantastique, je passe plus ma vie aux toilettes, c'est génial, merci. C'est pas mal. Dans ces cas-là, tu as réussi ta Tu mission. la coupes avec quoi? De l'eau, du lait, peu importe, en fonction des goûts. Tout ce que tu veux. De l'eau, ça marche très bien aussi. Ouais. Et en termes de timing aussi, de posologie, qu'est-ce que tu nous conseilles? Bah, là, j'ai indiqué, tu sais, sur le côté, donc nous, c'est 2 scoops, je crois qu'il y a 30 grammes, et en fonction de l'aromatisation, tu montes à, je crois que c'est entre 25 et 28 grammes de protéines par dose, et c'est très suffisant. Alors après, si tu pèses 100 kg de muscle, il va peut-être te falloir 2 voire 3 shakers dans ta journée, et après, c'est à tout à chacun de calculer aussi ses apports en fonction de son là où ils en alimentation. sont, quoi. Bien sûr, je pense qu'on a été pas mal complet sur la whey. Une dernière question, les gars, ou je pense que c'était pas mal. Hein. Bon, juste aux auditeurs qui nous écoutent, laissez-nous en commentaire savoir si déjà vous prenez de la whey ou pas. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit, s'il faut préciser ou pas, on répondra en commentaire. Je pense que tu viendras faire un petit tour aussi dans les commentaires parce que des fois c'est un peu trop technique Ouais, pour bien nous, sûr. enfin, on verra. Oui, puis on va se faire attaquer parce qu'il y a des partis pris aussi. Hein, tu sais, Ah oui. sur, Il y aura le débat en commentaire. Attaquez-nous, attaquez-nous. On va vous attaquer aussi, aucun souci. C'est une honte. C'est une honte. Ben, merci à tous en tout cas, on s'est régalé. Et prochain épisode sur le magnésium alors. À très vite. À plus. Merci. À plus.